La facture, émission 602. Aujourd'hui, je suis poursuivi pour 95 000 $. Poursuivi à cause d'un commentaire sur TripAdvisor. Une fraude dans les annonces classées qui vous en met plein la vue. Aussi, courtage immobilier, un contrat plus long que vous ne le pensez. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Votre animateur Pierre Craig sera de retour la semaine prochaine. Ce soir, avec Internet et les réseaux sociaux, il est devenu courant de dire ce qu'on pense. Commenter, informer, critiquer, c'est un réel pouvoir que nous avons comme citoyens et comme consommateurs pour faire changer les choses. Mais ça peut déranger aussi. Et lorsqu'on se retrouve face à une entreprise qui nous menace de poursuite, on se rend compte que notre liberté d'expression est bien fragile. Nous sommes à Saint-Simon, un village de 450 habitants situé entre Trois-Pistoles et Rimouski. Le village est traversé par la 132, la route de la Gaspésie. Ici, plusieurs commerces profitent des touristes de passage. Et des touristes, il y en a beaucoup. 6 800 chars par jour en moyenne. C'est gros pour un petit village de 400 personnes. Clarence Roussel est tourneur de bois et boutiquier. Son petit commerce est situé à l'entrée du village, derrière sa maison. Je diffuse des artisans du coin. Il y a beaucoup d'artisans qui viennent exposer ici, il y en a une vingtaine à peu près. Mais Clarence Roussel a un problème. Il perd parfois les clients qui arrivent dans sa boutique sans argent comptant. C'est parce que moi, j'ai pas de terminal pour les cartes. Parce que c'est pas mal saisonnier, mon affaire. Puis il y a des frais, tout ça, tu sais. À Saint-Simon, pas de guichet automatique. Il n'y a que ce centre de service des jardins, ouvert en semaine seulement jusqu'à 15 heures. Le guichet le plus près est ici, à Trois-Pistoles, à 25 km aller-retour. Des commerçants du village ont demandé à la Caisse populaire de Trois-Pistoles d'installer un guichet automatique à Saint-Simon, sans succès. En août dernier, Clarence Roussel a perdu un client de trop. Ils arrivaient de la Gaspésie, ils sont arrêtés ici pour acheter quelque chose. Ils voulaient acheter un objet, c'est environ 200 $. Ils sont arrivés à la Caisse populaire, 1 minute, la Caisse populaire était fermée. Pas de guichet automatique, rien. Ça fait, je l'ai dit, allez à Trois-Pistoles, c'est à 10 km d'ici, puis vous reviendrez. Mais, tu sais, il était fatigué. Ils sont allés à Montréal. J'ai perdu 200 pièces de vente. Je me suis dit, ils vont toujours même exprimer. Ça fait, j'ai pris mon crayon feu, puis je me suis fait une petite pancarte, puis j'ai mis ça sur le bord du chemin. Saint-Simon sans guichet, merci Desjardins. Hein? Mais ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, là. Moins de 2 semaines plus tard, un huissier cogne à sa porte. Il lui remet 7 mises en demeure signées par le directeur de la Caisse populaire de Trois-Pistoles. Nous désirons vous informer que votre affiche porte atteinte à l'image et à la réputation de Desjardins. Et nous vous demandons d'enlever cette dernière dans un délai de 48 heures, suivant la réception de cet avis et qu'à défaut, la Caisse Desjardins de l'héritage des bacs se réserve la possibilité de prendre des procédures judiciaires appropriées contre vous sans autre avis ni délai. Ça veut dire « femme ta gueule ». Clarence Roussel doit choisir. Affirmer sa liberté d'expression et faire face à une poursuite ou plier l'échine. Il n'est pas le seul à faire face à ce genre de choix. Tout ce que j'ai fait, c'est partager avec la communauté ce que j'ai vécu. À l'été 2013, Laurent Azoulay reçoit une mise en demeure de la chaîne d'hôtels Jarreau. Toute l'histoire remonte au 26 avril 2013. Mon plus jeune garçon prenait part à un tournoi de hockey. Donc, comme tous les parents, on s'en va pour la fin de semaine. L'équipe loge à cet hôtel de Québec. Au milieu de la première nuit, M. Azoulay est pris de démangeaison. J'ai allumé les lumières, j'ai enlevé les draps et puis, à ma grande surprise, il y avait des punaises de lit. Et j'avais été mordu à plusieurs endroits, d'ailleurs, même qu'à par la suite, j'en ai pris des photos. Effectivement, Laurent Azoulay a été mordu, entre autres au cou, au bras et aux pieds. J'ai ramassé 3 punaises de lit que j'ai mis dans un verre. J'ai appelé la réception,
Je leur ai fait part du problème. Et on m'a demandé de se rendre à la réception. L'hôtel est complet, on lui propose un autre hôtel de la chaîne. Mais la nuit est avancée, c'est trop compliqué. Le lendemain, on lui offre une autre chambre. Mais alors qu'il s'attend à ce que l'hôtel ne lui facture pas la nuit d'enfer qu'il vient de passer, on ne lui offre qu'un rabais de 40 $. On suggère même que c'est lui qui aurait pu apporter les punaises. C'est vraiment la chose qui m'a dérangé, plus que la présence des punaises de lit. C'était la réaction qui a suivi l'événement. De retour chez lui, Laurent Azoulay décrit sa mésaventure sur TripAdvisor, un site où les voyageurs partagent leurs commentaires. Son message sur l'hôtel Québec se termine par « Attention aux punaises de lit. Pour une nuit de sommeil sans vous gratter, allez ailleurs. » La chaîne d'Hôtel Jarreau n'apprécie pas. Laurent Azoulay reçoit une mise en demeure. Ils ont demandé à ce que je retire ce que j'avais écrit sur TripAdvisor. J'ai refusé. Quelques semaines plus tard, c'est la poursuite. L'hôtel affirme que Laurent Azoulay a abusé de son droit de s'exprimer en cherchant à nuire à cause d'une rancune mal placée. Je suis poursuivi pour 95 000 $ pour perte de revenus, suite à ma rédaction de l'article sur le site TripAdvisor. Jean-Pierre Ménard est avocat. Il connaît bien ce qu'on appelle les poursuites bâillons. Dans le passé, c'est arrivé à plusieurs reprises, dans toutes sortes de situations où des grandes entreprises, des gens puissants, se servent du système judiciaire pour effectivement empêcher des gens de s'exprimer, de critiquer. C'est pour ça qu'en 2009, le Québec a adopté de nouvelles dispositions légales. Elles permettent à un juge de rejeter rapidement une procédure considérée comme une poursuite bâillon. C'est ce qui est arrivé dans la poursuite de 400 000 $ intentée contre Pierrette Thériault-Martel par Eddie Savoie, le propriétaire des résidences Soleil. Madame Thériault-Martel avait critiqué la qualité des soins offerts dans les établissements d'Eddie Savoie. Jean-Pierre Ménard la défendait. Est-ce que, au Québec, on a le droit de critiquer un commerçant publiquement? La réponse absolue, c'est oui, pourvu que la critique s'exerce à l'intérieur de certaines limites. Il ne faut pas qu'elle soit diffamatoire. Il ne faut pas qu'elle soit malicieuse, faite avec intention de nuire, ce genre de choses-là. Mais ce droit à la critique a un prix. Laurent Azoulay ne le sait que trop bien. Il a déjà dépensé 8 000 $ pour contester une poursuite qui, selon lui, est une poursuite bâillon. Et ça pourrait monter jusqu'à 25 000 $. Tout ça, malgré les nouvelles dispositions anti-poursuite bâillon. Mais Laurent Azoulay est prêt à payer. Si vous avez des valeurs de base, à un moment donné, il faut faire face à la musique. Pour Clarence Roussel, c'est moins évident. Ça veut dire on poursuit parce que toi, t'as pas d'argent pour avoir un avocat, puis nous autres, on en a 50 avocats. Jean-Pierre Ménard, lui, a dû prendre à sa charge la majeure partie des frais pour défendre sa cliente. Ces frais s'élèvent à 100 000 $ qu'il récupérera si la Cour d'appel lui donne raison. Pas parce qu'on a eu un bon succès ici dans un cas que dire bravo, c'est la preuve que ça marche. Moi, je vous dirais que c'est peut-être la preuve que ça marche pas comme ça devrait marcher. Selon lui, les dispositions anti-poursuite bâillon ne vont pas assez loin. Excellent objectif, bonne idée. Procédure pas vraiment encore appropriée. Trop peu accessible, trop longue, trop complexe. Alors, il faut qu'on simplifie ces choses-là. Il faut qu'on ramène ça pour que ça puisse être approprié par les citoyens. Parce que le but, c'était ça, là. Mais pour Clarence Roussel, il est trop tard. Par courriel, le directeur de la Caisse de Trois-Pistoles nous a fait savoir qu'il maintient sa position. Je cite, « L'affiche porte atteinte à la réputation de la coopérative. » Clarence Roussel a fait son choix. On enlève l'affiche. Parce que, évidemment, moi, j'étais en pleine saison. Puis, aller à Rimouski, une fois, deux fois, en cours, moi, me payer un avocat. Je suis désolé pour M. Roussel, parce que je pense que, écoutez, il y avait une bonne histoire. Puis je pense que Desjardins, là-dedans, ça aurait certainement reculé à un moment donné. Moi, si j'avais un conseil à lui donner, je dirais remettez votre pancarte. Aux dernières nouvelles, la pancarte de M. Roussel est toujours au fond de sa remise. Quant à M. Azoulay, il reste toujours aussi déterminé à défendre ses droits et il attend la date de son procès. C'est une histoire que nous allons suivre. Après la pause, une arnaque sur Internet qui vous en met plein la vue.
nous découvrons que l'annonce est réapparue sur le site d'Auto-Hebdo. Il a changé de nom, changé aussi la compagnie intermédiaire, mais c'est exactement le même stratagème. La facture. Vous et moi, on se dit qu'on ne tomberait jamais dans le panneau d'une arnaque sur Internet. Dans les faits, beaucoup de gens sont victimes de fraude. Pas vous ni moi, mais beaucoup de gens. Et si beaucoup de gens se font avoir, c'est parce que ceux qui les arnaquent ont du talent. Ils réussissent à nous faire baisser la garde. On s'entend, leur histoire ne tient pas debout. Mais leur mise en scène, elle, est crédible. La Charger SRT-8, une voiture de rêve pour certains. Un bolide qu'on peut trouver dans certaines annonces sur Internet à un prix beaucoup plus bas que chez ce revendeur qui a pignon sur rue. Il y a juste un petit problème. 9 000 $, c'est ridicule. Malheureusement, ça sent l'arnaque. Encore une fraude sur Internet, vous dites-vous? Avec tout ce qu'on rapporte comme arnaque, comment des gens peuvent-ils encore se laisser prendre? Vous allez voir à quel point les fraudeurs ont raffiné leur méthode. Les bons fraudeurs, on dit toujours que c'est des bons parleurs. Maintenant, c'est des bons publieurs. Courriel d'un téléspectateur à la facture. J'ai acheté et payé une Dodge Charger 2006 pour 9 200 $ et je n'ai jamais reçu le véhicule. Le véhicule est présentement encore à vendre sur le site autohebdo.net. Voici comment s'y prend le fraudeur. Sur Auto-Hebdo, la victime doit communiquer avec le vendeur par courriel. Le vendeur lui explique qu'il vient de prendre sa retraite. Il est parti vivre avec sa femme à l'étranger, en Pologne dans ce cas-ci. Il croyait y envoyer sa voiture par conteneur du Nouveau-Brunswick, mais ça coûtait trop cher. C'est clairement une fraude internationale. Spécialiste des crimes économiques, l'enquêteur de police à la retraite, Paul Laurier, décortique pour nous cette fraude, qui contient, selon lui, tous les ingrédients pour fonctionner. D'abord, une annonce dans un site Internet reconnu. Ça donne une crédibilité, ça donne une notoriété. C'est Auto-Hebdo, c'est vraiment un site qui est dédié à la vente automobile. Puis, le prétendu vendeur dirige la victime vers une compagnie intermédiaire pour le paiement et la livraison de la voiture. Regardez ce site Web. Pour rassurer sa victime, le fraudeur met le paquet. Cette compagnie multinationale est inventée de toutes pièces. On y explique en détail comment la transaction va se dérouler. L'entreprise recevra l'argent et livrera la voiture à Montréal. L'acheteur aura 5 jours pour tester le véhicule. S'il est satisfait, l'argent sera alors remis au vendeur. Le site Web réfère même à des articles du New York Times et de CNN sur la compagnie. Tout est de la fumée, il n'y a rien de vrai. Faire un faux site Internet, c'est facile. Je suis capable, avec Photoshop ou Adobe Illustrator, de faire graphiquement, de reproduire quelque chose très, très rapidement. Et la signature, le cachet, va être quelque chose qui est beau et 2 clics et c'est réglé. Il n'aurait jamais dû acheter un véhicule qu'il n'aurait pas vu. Olivier Dacosta est propriétaire de Club AutoZone à Brossard. Trop beau pour être vrai. Le vrai encan, là, juste réservé aux concessionnaires automobiles, je vais payer ce véhicule-là plus cher que ça. Il sait qu'à 9 000 $, cette Charger s'envolerait instantanément. Les fraudeurs le savent aussi et misent sur l'émotion. À ce prix, certaines personnes auront peur de perdre une occasion en or. C'est clairement ce qui a fait basculer le fait que la transaction s'est faite ou pas. Je la veux, le prix est bon, c'est crédible, j'embarque. Émotionnellement, on veut cette voiture-là, donc on va aller la chercher. On est plus vulnérable. Oui, c'est-à-dire que là, on a baissé la garde. C'est comme un boxeur qui est dans une arène. On a baissé la garde, le punch arrive, c'est fini. L'acheteur, totalement conquis, s'est rendu à sa banque et a transféré 9 200 $ dans un compte ING en Pologne qu'il croyait être celui de la compagnie intermédiaire Havstad. Bien entendu, l'auto n'est jamais arrivée et le site Web a fermé. Ça n'a pas de rapport avec l'éducation. C'est vraiment, il y a un écran de fumée. Le fraudeur a établi un écran de fumée, une toile. La personne a mordu et puis il y a une victime dans les mains. Mais l'histoire ne se termine pas là.
nous découvrons que l'annonce est réapparue sur le site d'Auto-Hebdo. Nous avons même communiqué avec le fraudeur, nous faisant passer pour un acheteur. Il a changé de nom, changé aussi la compagnie intermédiaire, mais c'est exactement le même stratagème. Et les photos de la Dodge Charger sont identiques. Il y a définitivement un problème. Il y a un trou de sécurité, là. L'ex-enquêteur croit qu'Auto-Hebdo devrait utiliser un logiciel qui permet de repérer les doublons de photos pour mieux détecter les fraudeurs. La technologie, elle est là, c'est sûr. Auto-Hebdo doute de l'efficacité de ces logiciels et se fie davantage sur ses utilisateurs pour signaler les annonces douteuses, après quoi il les retire. Par courriel, le directeur du marketing affirme qu'il y a peu de fraude sur son site. Une réponse rassurante, mais dans les faits, nous avons compté 9 annonces pour la même voiture dans 8 villes différentes. Réponse du directeur du marketing? Son équipe de sécurité a pris les mesures nécessaires pour supprimer toutes les annonces liées à ce cas de fraude. 2 jours plus tard, nous en trouvons une nouvelle avec exactement les mêmes photos. Auto-Hebdo est une compagnie très crédible. On fait tous affaire avec Auto-Hebdo dans le marché de l'automobile, mais Auto-Hebdo ne vérifie pas combien qu'on affiche, qu'est-ce qu'on met, où on a pris les photos. Auto-Hebdo soutient au contraire qu'elle dispose d'une équipe qui se consacre à l'examen et à l'analyse des annonces et que ses clients sont avertis qu'ils doivent se méfier des fraudeurs. Oui, légalement, ils vont se dégager. Moralement, est-ce qu'ils ont fait tout pour empêcher? Visiblement, ça n'a pas été fait parce qu'on regarde, le même fraudeur est encore actif sur la même plateforme. Morale de l'histoire, quand on veut acheter la voiture de ses rêves, ne jamais remettre d'argent avant d'avoir essayé le véhicule et vérifier que le numéro de série correspond au papier d'enregistrement. Malheureusement, c'est un abus de la naïveté des gens. Donc, les gens sont tentés de dire « Wow, quelle aubaine, je vais me risquer, je vais aller. » Malheureusement, votre ami s'est fait avoir. Nous avons vérifié sur le site d'Auto-Hebdo et les annonces frauduleuses de la Charger ont disparu. Auto-Hebdo nous a assuré qu'elle allait renforcer ses mesures de sécurité. On l'a vu, ce qui a donné de la crédibilité à cette fraude, c'est le site Internet de la fausse compagnie intermédiaire. Eh bien, sachez que ce genre de site Web, si beau soit-il, peut être mis en ligne en quelques heures. Toute l'opération ne coûte que quelques centaines de dollars. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous avez perdu votre emploi et vous êtes en retard dans le remboursement d'un prêt à la banque. Vous recevez votre premier chèque d'assurance-emploi que vous déposez dans votre compte. Vrai ou faux, votre banque peut saisir une somme provenant de votre chèque d'assurance-emploi. La réponse après la pause. Vrai ou faux, votre banque peut saisir une somme provenant de votre chèque d'assurance-emploi. Faux. Il y a toujours des exceptions, mais les prestations gouvernementales sont généralement insaisissables. Si votre banque saisit une somme provenant d'une de ces prestations, adressez-vous au service à la clientèle. Si vous n'arrivez pas à vous faire remettre la somme saisie, adressez-vous à l'ombudsman de la banque. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. La commission d'un courtier immobilier est calculée en pourcentage du prix de la maison. Pour une maison de 250 000 $, par exemple, une commission de 4 % ça fait 10 000 $. À ce sujet, il y a une clause dans les contrats de courtage que vous avez intérêt à connaître. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur les commissions des courtiers immobiliers. Alain et Alice veulent vendre leur maison. Ils signent un contrat de 6 mois avec un courtier immobilier. Au bout de ces 6 mois, la maison n'est pas vendue. Le contrat avec le courtier prend fin. 1 mois plus tard, un homme qui avait visité la maison avec le courtier contacte Alain et Alice. Le couple accepte de baisser son prix puisqu'il se dit qu'il économise la commission du courtier.
La vente est conclue quelques semaines plus tard. Mais une mauvaise surprise attend Alain et Alice. Le courtier immobilier leur réclame 12 000 $, soit la commission prévue à son contrat. En a-t-il le droit? Oui. Dans ce genre d'entente, une clause prévoit que si la vente a lieu dans les 180 jours suivant la date d'expiration du contrat, le vendeur pourrait être obligé de payer la commission au courtier. Mais il faut que l'acheteur se soit déjà intéressé à la maison au moment où le contrat était en vigueur. Cette clause vise à protéger les courtiers des clients qui retardent volontairement la vente de leur maison pour épargner la commission. Le fin mot de l'histoire, l'obligation de payer une commission à un courtier immobilier ne s'éteint pas totalement à la fin du contrat. Voilà, c'était l'émission La Facture. Je vous invite à nous écrire en passant par notre site Internet. N'hésitez surtout pas, votre histoire peut servir aux autres. Merci d'avoir été là et je vous laisse avec un extrait de ce que vous verrez la semaine prochaine. Moi, j'aimerais ça, avoir des vrais sièges en vrai cuir parce que j'ai payé pour des sièges en cuir. Je pensais vraiment que c'était du cuir. Je peux pas manger le divan, Mathis, non. On vous vend un meuble en cuir. C'est un jeu de mots, c'est pour le vendre. Le mot cuir est large et pas une seule chose. Mais est-ce vraiment du cuir? Quand on me dit que c'est du cuir, pour moi, c'est du cuir véritable. Je pense qu'on s'est fait vraiment avoir. Il n'y a rien entre les deux.